Bonjour à tous, je suis le docteur Dambord, médecin généraliste libéral, vice-présidente de la Société nationale d'échographie en médecine générale. Bonjour, je suis le docteur David Demante, médecin généraliste libéral, chef de clinique au département de médecine générale de l'Université de Versailles Saint-Quentin et membre de la Société nationale d'échographie en médecine générale. Cette vidéo s'adresse aux internes, aux médecins généralistes installés, aux remplaçants et à toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'échographie et qui souhaitent acquérir quelques bases théoriques. Par souci de transparence et de qualité, vous pouvez consulter nos liens d'intérêt. Le système urinaire se compose de deux reins, avec un grand axe mesurant entre 9 et 12 cm, orienté de haut en bas, de dedans en dehors et d'avant en arrière. Les reins sont convexes latéralement et concaves médialement, avec le hile qui se compose de l'artère, de la veine rénale et du pied long. À droite, le rein est situé sous le foie, le rein gauche est situé sous la rate. Les reins filtrent le sang pour assurer l'équilibre hydroélectrolytique de l'organisme, ce qui a pour finalité la production d'urine. Celle-ci est drainée par les urtères qui descendent le long de la cavité abdominale et rejoignent la vessie sur sa face inféro-postérieure. La vessie évacue les urines stockées via l'urètre. Les reins sont vascularisés par les artères rénales qui naissent de part et d'autre de l'aorte abdominale. Le drainage veineux se fait par les veines rénales qui se jettent dans la veine cave. A noter que la veine rénale gauche est crochetée par l'artère mésentérique supérieure. Concernant l'anatomie des reins, ceux-ci sont organisés avec une corticale qui regroupe la capsule périphérique et le parenchyme superficiel. La corticale entoure la partie médulaire qui contient les pyramides séparées par les colonnes de Bertin. Les pyramides s'abouchent dans les calices qui conflue dans le pied long au niveau du sinus du rein, riche en graisse. Le pied long se poursuit par l'urtère. Voici une coupe coronale de la vessie. C'est un organe creux qui a pour fonction le stockage des urines et dont le volume dépend de son niveau de réplétion. Les urines arrivent des reins via les urtères qui s'abouchent au niveau des méas urétéraux situés à la face inféro-postérieure de la vessie, au niveau du trigone vésical. La vessie présente une paroi composée d'une couche musculeuse appelée le détrusor. Les voies urinaires se poursuivent par l'urètre qui traverse le plancher pelvien pour s'aboucher au méa urétéral, de la verge chez l'homme ou de la vulve chez la femme. Lors de la miction, les urines sont évacuées de la vessie par l'urètre lors de la contraction du détrusor et du relâchement des sphincters urétéraux localisés au col vésical et au niveau du plancher pelvien. Dans la littérature scientifique, les compétences du médecin généraliste en échographie urinaire servent à affiner différents diagnostics de situation, d'évaluer le degré d'urgence et la nécessité d'adresser aux spécialistes de second recours. Les situations cliniques citées dans la littérature sont les douleurs abdominales aiguës. L'échographie permettra de rechercher des signes de colique néphrétique avec des signes d'obstruction complète comme un hydronéphrose, de visualiser et de mesurer un calcul ou de rechercher la présence des jets urétéraux. Les infections urinaires compliquées ou à risque de complications. L'échographie permettra de rechercher des signes d'obstruction haute comme les lithiases, une anomalie morphologique ou des facteurs favorisants comme un résidu post-mictionnel ou une prostate volumineuse chez les hommes. En cas de dysurie ou hématurie, l'échographie permettra de rechercher des signes d'obstruction haute comme les lithiases, une malformation des voies urinaires, un résidu post-mictionnel, une grosse prostate chez les hommes, des signes de globe urinaire ou de tumeur de vessie. La découverte d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique doit également faire pratiquer une échographie qui permettra d'apprécier la morphologie des reins et des voies urinaires et de rechercher un facteur causal. Mais dans ces situations, il faut aussi pratiquer une analyse vasculaire par Doppler des artères rénales. Cet examen n'est pas décrit dans la littérature scientifique comme une compétence du médecin généraliste. Mais si celui-ci est formé et à l'aise, rien ne l'empêche de le faire. Sinon, il ne faut pas hésiter à passer la main à un collègue plus compétent. Bonjour, nous allons réaliser aujourd'hui une échographie des voies urinaires. Pour ce faire, nous allons commencer par positionner nos patients
en décubitus dorsal. On pourra céder des décubitus latéraux si on a du mal à retrouver les reins par voie antérieure. Je t'invite donc à te tourner vers moi. On va lui demander de mettre le bras par-dessus la tête. On va partir du creux de la taille, un peu en postérieur. On commence à voir notre rein se dessiner. On va chercher à l'allonger le plus possible. Pour cela, on va demander au patient d'inspirer et de bloquer en fin d'inspiration. Et là, tranquillement, on va aller chercher notre rein. Le but étant de l'allonger au maximum. Parfois, il est un peu haut. Alors, il va falloir balayer notre organe de droite à gauche pour tout le voir. Pour le voir en entier, ça fait plus français. Vous voyez là, on l'a mieux en antérieur, notre rein. Ce qui nous permet de se dédouaner de la côte, souffle, et d'avoir une mesure qui est plus juste que celle précédente. Et d'observer le gradient entre, inspire, entre la rate, enfin l'espace entre la rate et le rein, s'assurer qu'il n'y ait pas de liquide. Donc on balaye de droite à gauche jusqu'à voir disparaître l'organe, et on tourne notre sonde de 90 degrés, et pareil, on va balayer de droite à gauche. On observe la régularité du parenchyme, s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions, de kystes. Les kystes liquidiens purs sont strictement bénins. Souffle. Inspire. Ici, on va pouvoir observer donc notre cortex qui est hypoécogène, notre sinus qui est plutôt hyperécogène, et on a entre les deux la médulaire qui va être composée des colonnes de Bertin ici, et des pyramides qui sont liquidiennes, qui vont apparaître hypoécogènes, voire anécogènes dans certaines situations. Ça n'est pas des dilatations pyélocalicielles. Inspire. En coupe transversale, on va chercher justement est-ce qu'on a une dilatation de nos cavités, ce qui vont être des structures hypoécogènes, anécogènes, confluentes. Donc là, on voit que ce n'est pas le cas. On va pouvoir passer à notre autre rein. Donc l'autre rein, il est vraiment dans la ligne axillaire souvent. Donc si on se met dans l'axe, on l'a assez facilement. Inspire. C'est pareil, comme tout à l'heure, on va chercher à l'allonger. Celui-là, sur les patients fins, vous pouvez l'avoir assez facilement aussi au niveau sous-mamelonnaire en passant en antérieur. Donc c'est pareil, on va le balayer de droite à gauche. L'avantage de cette coupe, c'est qu'on profite du foie pour nous faire une fenêtre acoustique. Souffle. On peut donc le mesurer. Il est normalement usuel de ne pas avoir plus de 2 cm de différence entre les deux reins, et le rein gauche est souvent un petit peu plus grand que le rein à droite. Donc, tout comme pour le premier, on le balaye de droite à gauche, et puis on tourne notre sonde de 90 degrés, et on va le balayer de haut en bas. On profite aussi de cette coupe avec le foie pour aller analyser le gradient hépato-rénal. Les deux écogénicités doivent être identiques.
Si le foie apparaît hyperéchogène par rapport au rein, ça traduit un excès de graisse dans le foie et donc une stéatose. Et puis nous avons ici cet espace entre le foie et le rein, espace de Morrison, pareil, qui nous permet de dépister s'il y a du liquide dans la cavité abdominale. On voit apparaître ici de nouveau le cortex, où on va apprécier l'épaisseur et la régularité, les pyramides et les colonnes de Bertin, et puis notre sinus hyperéchogène. Inspire et bloque. Sur notre coupe transversale, c'est pareil, nous allons apprécier encore une fois, est-ce que on observe des cavités anéchogènes confluentes, ce qui pourrait traduire une dilatation des cavités pyélocalicielles. On recherche aussi des structures hyperéchogènes associées à un cône d'ombre, à condition de ne pas avoir les tirs croisés, qui pourraient traduire des lithiases. Donc là, j'ai retiré les tirs croisés. Vous voyez que mon image s'est modifiée. Je ne l'ai pas dit pour le précédent rein, mais je vous invite à le faire de façon un peu systématique. C'est balayer votre rein avec un Doppler, s'assurer que le remplissage couleur de votre Doppler est homogène au niveau de votre parenchyme et qu'il n'y ait pas de zone sans vascularisation, ce qui traduirait un infarctus rénal et ce qui peut être très douloureux et mimer une colique néphrétique. Pour la vessie et la prostate chez l'homme, donc on repasse notre patient en position en décubitus dorsal. On va demander de baisser le pantalon, le slip sous les épines iliaques. La vessie est située derrière la symphyse pubienne, encore plus pour la prostate, donc il va falloir becquer vers les pieds. On va partir en transversal et on va voir donc apparaître à notre écran la vessie. Pareil, on va pouvoir la balayer de haut en bas et de droite à gauche. On analyse bien sûr la régularité de sa paroi. Est-ce qu'il y a des images additionnelles dans la vessie qui pourraient traduire des polypes ou des tumeurs et pour être certain, parce que parfois la vessie a des replis, pour être certain qu'on est bien face à une image additionnelle, on n'oublie pas de faire bien sûr dans les deux axes, les deux incidences. On peut aller rechercher les jets urétéraux, donc sur la face postérieure, c'est là où s'abouchent les urtères. Voilà, les deux jets urétéraux qui nous traduisent, qui nous permettent d'affirmer qu'il n'y a pas de lithiase obstructive sur les voies urinaires. Donc là, on a vu celui de gauche puis celui de droite. Donc ça, il faut passer en mode Doppler et puis se mettre au niveau du muscle détrusor. Ça va nous permettre aussi de calculer donc, le volume vésical. Il est important, notamment dans les explorations de la prostate, d'aller calculer un volume avec la vessie en réplétion et un volume post-mictionnel. Donc on va de nouveau faire nos trois axes. Donc on a 317 cc dans la vessie.
On verra tout à l'heure pour le post-mictionnel. Et puis derrière la vessie, quand on descend donc vers les pieds, quand on bec vers les pieds, on va se voir se dessiner, on va baisser un peu notre focale, on va se voir se dessiner la prostate, pareil qu'on va analyser dans les deux axes. Et donc on va pouvoir calculer de nouveau un volume. Donc qui est à 13 grammes. On considère que la prostate, c'est comme pour l'eau en termes de densité, donc 1 millilitre égale 1 gramme. Je repasse sur ma coupe longitudinale, puisqu'on voit apparaître ici une structure qui va nous intéresser, qui est la vésicule séminale, voilà, qui apparaît là, qu'on peut voir aussi en coupe transversale. On voit un petit peu moins bien ici, mais qui va être comme des petites moustaches ici entre la vessie et la prostate. Pour analyser, pour avoir un examen complet, après avoir fait uriner le patient, on va pouvoir calculer le résidu post-mictionnel, ce qui nous permettra d'apprécier le retentissement d'un volume prostatique élevé sur le haut appareil, en plus de la recherche de dilatation piélo-calicielle. Donc on retrouve notre vessie et notre prostate. De nouveau, on va pouvoir, dans les deux axes, mesurer notre volume. Et donc là, on voit qu'il reste 9 ml dans la vessie. On a donc une vidange efficace. Sur ces images, nous observons en coupe longitudinale et en coupe transversale une dilatation des cavités piélo-calicielles causée par un calcul urinaire. On observe bien la dilatation des cavités avec un aspect de confluence. Les cavités communiquent les unes avec les autres. Sur la deuxième image, on observe bien la dilatation du piélon avec une dilatation supérieure à 1 cm. Sur cette coupe longitudinale du rein gauche, on peut observer l'apparition d'un kyste polaire supérieur, avec un aspect anéchogène, un contour régulier, un renforcement postérieur. Sur cette coupe longitudinale de rein, on observe un calcul médulaire. On le reconnaît à son aspect hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur. Ce calcul n'est pas obstructif. Il n'y a pas de dilatation des cavités piélo-calicielles, il n'y a pas de confluence des cavités. Quand une image de calcul est douteuse, il est possible de passer un coup de Doppler dessus afin de rechercher un artefact d'aliasing. L'aliasing se présente comme un artefact avec un arc-en-ciel de couleurs au Doppler. Sur cette image, on voit ainsi cet artefact d'aliasing localisé au niveau de la médulaire rénale, confirmant ainsi la présence d'un calcul médulaire. L'aliasing peut être très utile également pour rechercher un calcul au niveau de l'urtère abdominale. Quand on suspecte la calcification à l'origine de la colique néphrétique, il peut être bon de passer un coup d'échographie avec un effet Doppler dessus afin de rechercher l'artefact d'aliasing. Sur cette image, on voit parfaitement le calcul au niveau de l'urtère abdominale. Sur cette image, on observe un épanchement au niveau du Morrison. L'épanchement a cet aspect anéchogène entre le rein et le foie. D'autres éléments sont à observer sur cette image. On voit notamment que le foie a un aspect hétérogène et des bords irréguliers. Chez ce patient, on retrouve en effet des signes de cirrhose. Le liquide abdominal
et de la CIT. Les résultats de l'examen doivent être expliqués aux patients. L'enregistrement d'images permet d'éditer un compte-rendu et de garder une trace dans le dossier. Le compte-rendu doit être transmis au patient pour être coté avec la nomenclature CCAM adaptée. Je vous rappelle que l'objectif de l'échographie en médecine générale est de compléter l'examen clinique. Il ne faut pas hésiter à décrire les images qu'on ne reconnaît pas et surtout à ne pas hésiter à passer la main à un collègue médecin plus expérimenté. Le doute doit toujours profiter au patient. Nous, médecins généralistes, nous ne sommes pas radiologues. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile dans votre formation ou votre pratique. Merci de l'avoir visualisée et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à sa réalisation.